Chapitre 17. Le favori. Partie 2. Pendant une fraction de seconde, il ne se passa rien, et Voldemort fronça les sourcils. Puis l'encre noire se répandit à toute vitesse le long de ses blessures jusqu'à son épaule, et Régulus eut l'impression que Voldemort versait de la chaux brûlante dans ses veines. Une douleur fulgurante le parcourut du poignet jusqu'à la base du cou. Tout aussi brutalement, un voile obscur tomba devant ses yeux, et il s'écroula. Lorsque Régulus reprit conscience, il ne ressentait plus aucune douleur. Au contraire, il se sentait divinement bien. Il réalisa progressivement qu'il se trouvait chez lui, dans sa chambre, dans la chaleur familière de ses épaisses couvertures, et en éprouva un immense soulagement. Quelques bribes de dispute parvenaient jusqu'à lui. Il distingua aisément la voix de ses deux parents. « Cette guerre est historique, Walburga », disait la voix nasillarde d'Orion. « Les véritables sorciers que nous sommes sont en train de reprendre le dessus sur la vermine qui nous menace. Ceux qui se battront entreront dans l'histoire et notre fils doit en faire partie. » « C'est bien dommage que tu ne puisses pas te battre toi-même, » répondit la voix glaciale de Walburga Black. « À l'avenir, nous veillerons à ce que notre fils prenne part au combat de façon plus cérébrale et qu'il ne se mêle pas aux mécréants que Bellatrix aime tant fréquenter. » Sa voix était chargée de mépris. Les yeux toujours fermés, Régulus voulut se réveiller complètement pour défendre sa cousine, mais il découvrit qu'elle se trouvait également dans la pièce. « Reggie a été très courageux, » rétorqua donc Bellatrix. « Tout est la faute de Sirius et de la vôtre, car vous ne m'avez pas laissé le former comme il le fallait. Vous auriez dû me prévenir que vous souhaitiez le présenter au Seigneur des Ténèbres. Je lui aurais appris à se battre convenablement. »« Attention à toi, jeune fille !» siffla Walburga. « Il est absolument hors de question que tu entraînes mon fils dans l'allée des embrumes, comme tu lui as proposé plusieurs fois. Je refuse qu'il côtoie des voyous et des brigands. » Régulus venait d'essayer de dire quelque chose. « Taisez-vous » glapit Bellatrix. « Il se réveille. » En dessous de lui, Régulus sentit son matelas remuer. Une main lui caressa le front, il entr'ouvrit les yeux et aperçut une masse familière de cheveux bouclés. « Reggie, tu nous as fait peur » dit Bellatrix avec un mélange de soulagement et de reproche. Régulus cligna des yeux. Il ne voyait pas encore tout à fait nettement, mais il pouvait distinguer les colonnes de son lit à baldaquin, les murs de sa chambre drapés de vert et d'argent. Son père était debout, derrière Bellatrix, et Régulus aperçut du coin de l'œil la silhouette longiligne de sa mère dans l'encadrement de la porte. « Créature, va donc lui chercher un peu d'eau, » dit la voix glaciale de cette dernière. Un être de petite taille remua au pied de Walburga et sortit de la pièce en marmonnant des paroles indistinctes. Encore engourdi, Régulus tenta de remettre en ordre ses souvenirs les plus récents. La première image qui lui vint à l'esprit fut celle de Sirius et de son regard enragé dans la clairière du pensionnat Wimbley. Ensuite, les bras velus de Rodolphus Lestrange qui le plaquaient contre le mur, et enfin, les pupilles incandescentes de Voldemort et le bout de sa baguette qui touchait son bras. Régulus se redressa un peu et constata que son bras gauche restait étendu le long de son corps, engourdi, inerte. Il était enveloppé de bandages imprégnés de pommade violette, de la paume de sa main jusqu'en haut de son cou. « Je ne peux plus bouger mon bras » gémit Régulus. « Du calme, ça ne va pas durer » le rassura Bellatrix. « C'est Vera qui a fait ça pour que tu n'aies plus mal. » De son autre main, Régulus essaya de soulever les bandes de gaz pour y jeter un œil, mais Bellatrix lui donna une tape sur la main pour l'en empêcher. « Ne regarde pas, ça fait peur à voir. »« Vraiment ? Le venin de Tentagriffe et le sortilège de la marque n'ont pas fait bon ménage, » l'informa Bellatrix contrite. « Tout ton bras est entièrement zébré de noir, et Vera dit que tu vas probablement avoir de grosses cicatrices.
Elle va devoir revenir ici tous les jours pour refaire les pansements et essayer de limiter les dégâts. » Au vu de la mine renfrognée de sa mère, Régulus devina que la perspective de recevoir la visite quotidienne de Véragoyne ne plaisait pas à tout le monde. « Que s'est-il passé après ?» demanda-t-il. Sa bouche était pâteuse et il avait le plus grand mal à articuler correctement. Face à lui, Bellatrix se tordait les mains, embarrassée, et son père dardait sur lui un regard amer et déçu. « Les autres se sont moqués de nous, » murmura Bellatrix, « et le Seigneur des Ténèbres. Il a trouvé que tu manquais de bravoure. » Elle ne parvenait pas à cacher son dépit. « Tu ne le reverras pas de sitôt, » grommela Orion avec amertume. « Il a décrété que tu étais trop jeune pour le servir, qu'il faudrait attendre que tu aies 16 ans. » 16 ans ? J'ai essayé de le faire changer d'avis, gémit Bellatrix, mais il n'a rien voulu entendre. Régulus fit un calcul rapide. 16 ans, c'était l'âge qu'avait Sirius depuis quelques semaines, et lui, Régulus, en aurait bientôt 15. « C'est dans 1 an, et quelques, murmura-t-il. D'ici là, j'aurai le temps de progresser. » Il sentait que c'était ce qu'il fallait dire pour alléger la lourde déception qui planait dans l'air. Après ses innombrables succès à Poudlard en tant qu'élève et en tant qu'attrapeur, ses parents avaient sans doute pensé qu'il en serait de même pour Voldemort. Mais cette fois-ci, la plus importante de toutes, il avait lamentablement échoué. « Espérons que la guerre ne soit pas finie d'ici là, » décréta sèchement Orion en quittant la pièce. Sa mère quitta la pièce à son tour sans dire un mot. Régulus déglutit avec difficulté. Il se sentait honteux et furieux contre lui-même. Certes, la dispute qu'il avait eue avec Sirius y était pour quelque chose, mais le regard penaud de Bellatrix était encore plus difficile à supporter. À cause de lui, sa cousine et toute sa famille avaient été la cible des railleries et des quolibets, et cette idée lui était insupportable. « Maître Régulus, créature vous a apporté un peu d'eau. » Régulus tourna la tête et aperçut la silhouette courbée de son elfe de maison, vêtu de son habituel chiffon sale. Il tenait à bout de bras un petit plateau d'argent, sur lequel étaient posés une carafe et un verre en cristal rempli d'eau. « Merci, créature, » murmura Régulus en prenant le verre en cristal. « Tu peux poser le plateau sur ma table de chevet. Merci. » Créature posa le plateau et s'attarda un instant pour regarder son maître avec émotion. « Créature était très inquiet pour toi, » dit Bellatrix, assise sur le rebord du lit. L'elfe tressaillit, surpris d'être ainsi remarqué. Puis il s'inclina à nouveau, à tel point que son nez en forme de groin effleura le tapis précieux qui se trouvait sur le sol. « Créature a eu peur pour son maître, Régulus, » dit l'elfe de sa voix grinçante. « Oh, la maîtresse a raison, le sang de la famille Black est bien trop pur pour être versé au combat. Mais monsieur Régulus trouvera un autre moyen de servir la noble cause des sangs purs. Créature n'en doute pas. Le Seigneur des Ténèbres sera fier de lui et cela rattrapera les erreurs commises par son frère qui ne pense qu'à nous causer du tort. » Il se redressa légèrement et sortit de la pièce à reculons, laissant Bellatrix souriante et Régulus pensif. « Ne t'inquiète pas, Reggie, » dit Bellatrix à côté de lui. « Une fois que ton bras sera de nouveau fonctionnel, je te donnerai quelques cours particuliers. Lorsque tu te joindras à nouveau à nous, tu seras plus puissant que tous ces imbéciles réunis. » Régulus hocha la tête. Cette perspective lui redonnait un peu de vigueur. Bellatrix avait raison, il ne s'était pas assez préparé, il n'était pas à la hauteur du statut de mange-mort. Mais cela allait changer. Voldemort lui donnait une seconde chance, et il ne la gâcherait pas comme il venait de le faire si lamentablement. Il allait travailler dur pour faire oublier cette humiliation, et Bellatrix allait l'y aider. La prochaine fois, ce serait différent. La prochaine fois, il serait prêt.
Au-dessus du domaine des Malfoy, le soleil avait déjà bien entamé sa course à travers le ciel et éclairait d'une lumière douce l'immense chambre de Lucius et de Narcissa. Sur les murs, des feuilles de vigne peintes en trompe-l'œil se balançaient doucement au gré d'une brise imaginaire. Contrairement aux 12 squares Grimoire, on n'entendait aucun cri, seulement quelques chants d'oiseaux et le clapotis lointain du lac qui se trouvait dans le domaine. Tout était, en apparence, semblable au jour précédent. Et pourtant, sur l'écritoire en bois verni incrusté d'ivoire, quelques indices trahissaient les terribles événements de la nuit et indiquaient que le jour qui se levait était en tout point différent à ce qui l'avait précédé. Au milieu de l'écritoire, tout d'abord, se trouvait un morceau de parchemin froissé couvert d'une écriture précipitée. Il s'agissait d'une lettre que l'aigle Cléopâtre avait interceptée non loin du pensionnat. « Madame la ministre, c'est avec une grande tristesse que je vous informe qu'Eleanor Wimbley a été assassinée. Ted Tonks et moi-même sommes retournés en éclaireur sur les lieux du pensionnat et avons retrouvé son corps, ainsi que celui de son frère, là où se trouvait son bureau. Nous les avons extraits des décombres et les avons confiés au long du bas. Je me suis permis d'emmener Ted Tonks à Sainte-Mangouste, car il était totalement sous le choc. Son épouse et sa fille sont saines et sauves, et averties de la situation. Adam Claring a été grièvement blessé, mais d'après les médicomages, il devrait s'en tirer. À votre service, Alastor Maugrey. » Sous le parchemin se trouvait un bulletin spécial de la Gazette du Sorcier ouvert en grand. Les titres des articles qui étaient lisibles étaient tous plus désespérants les uns que les autres. « Eleanor Wimbley sauvagement assassinée », titrait le premier. « Le pensionnat entièrement détruit. Bartemus Croupton dénonce l'incompétence d'Eugenia Jenkins et réclame sa démission. » Des photos des victimes défilaient dans un coin du journal. L'une d'elles, un peu plus grande que les autres, montrait un petit garçon souriant. L'article central s'étalait sur plusieurs colonnes. Cette nuit de Noël restera assurément et malheureusement gravée à tout jamais dans nos mémoires. Hier, donc, Eleanor Wimbley célébrait le 20e anniversaire de son établissement, refuge historique pour les jeunes sorciers au pouvoir trop envahissant. Hélas, vers 20h, 2 énormes dragons ont attaqué le pensionnat et ont détruit le sortilège de protection qui l'entourait. Dans la pagaille et en l'absence de connaisseurs présents sur place, l'espèce des créatures n'a pas pu être identifiée, mais elles ont permis à une 50aine d'attaquants cagoulés de faire irruption dans la clairière. Fort heureusement, les moldus et les enfants présents sur les lieux ont été très rapidement évacués, du moins en grande majorité. Une bataille inégale s'est alors engagée entre les aurores et les mange-morts, qui étaient 3 fois supérieurs en nombre. Pendant toute la nuit, les aurores ont courageusement défendu le pensionnat, mais malheureusement, c'est l'arrivée de Voldemort qui a fini par avoir raison de leur ténacité. Aidé par l'un des monstrueux dragons, le mage noir a projeté une gigantesque boule de feu sur le bâtiment et l'a réduit en poussière, obligeant les aurores à abandonner définitivement les lieux, puis l'apparition de la marque des ténèbres dans le ciel nous a confirmé l'identité des coupables. Un seul mange-mort du nom de Thorfinn Raoul a pu être capturé, mais celui-ci semble avoir été victime d'un puissant sortilège de confusion et n'est donc pas en mesure de révéler les noms de ses complices. De notre côté, nous avons bien plus de victimes à déplorer, et notamment la directrice du célèbre pensionnat dont le corps a été retrouvé dans les ruines, près de celui de son frère, Eric Wimbley. L'inquiétude se cristallise également autour d'un petit pensionnaire, âgé de 5 ans, du nom de Nino, photographie ci-jointe, qui demeure introuvable. Certains témoins affirment l'avoir vu courir vers le pensionnat au moment de l'attaque, mais pour l'instant, aucun corps n'a été trouvé aux côtés de celui des 2 Wimbley, ni ailleurs dans les décombres. Excepté Nino, les seules victimes sont des aurores et des membres de la brigade de la police magique dont nous avons tenu la liste non exhaustive en page 4. Un hommage sera rendu demain au ministère pour ces courageux combattants et la rédaction de la Gazette du Sorcier se permet d'adresser toutes ses condoléances à leurs familles. À l'heure qu'il est, plusieurs questions restent donc encore sans réponse. Tout d'abord, le petit Nino est-il encore en vie ? Quelle est la réelle identité de ces mange-morts ? Possède-t-il d'autres dragons ?
Pouvons-nous encore espérer retrouver ces criminels afin de leur administrer une sentence à la hauteur de leur ignominie ? À quelques mètres de là, dans l'immense lit à baldaquin, Lucius dormait paisiblement. Son visage était parfaitement détendu, sa bouche légèrement entr'ouverte, et sous les draps blancs, sa poitrine se soulevait à un rythme lent et régulier. Et, debout au milieu de sa chambre, les bras ballants, flottant dans une longue chemise de lin blanc, Narcissa regardait Lucius dormir, incapable de comprendre comment il pouvait être si serein. Afin d'obtenir un peu de répit, elle essayait de se persuader que les événements récents n'étaient que d'innocents cauchemars, et en regardant le visage apaisé de Lucius, elle y parvenait presque. Mais son regard déviait invariablement vers le motif sinistre qui était désormais tatoué sur son avant-bras gauche. Juste en dessous de sa main, lascivement posée sur les draps, tout près de son visage, la marque des ténèbres se découpait sur sa peau lisse, avec une extrême netteté. Debout au milieu de la chambre, Narcissa frissonna. Autour d'elle, tout était donc parfaitement calme, ce qui contrastait douloureusement avec la tempête qui agitait son esprit. Elle ne pouvait même pas dire à quoi elle pensait, tant les images affreuses qui lui venaient à l'esprit s'y succédaient rapidement. Trop de choses s'étaient passées, trop de personnes et de créatures avaient souffert à cause d'elle. Elle déglutit avec difficulté. Depuis combien de temps se tenait-elle ici, figée au milieu de sa chambre, paralysée par une émotion qu'elle ne parvenait même pas à décrire ? Au prix d'un effort immense, elle essaya de remettre ses souvenirs dans l'ordre. La marque des ténèbres, elle était en train de regarder l'avant-bras de Lucius quand Régulus s'était évanoui. Et à partir de là, tout était confus. Le bras de Régulus s'était couvert de monstrueux sillons noirs. Bellatrix, Vera et Daisy avaient emporté Régulus pour s'occuper de lui. Et ensuite, tout le monde se moquait de Régulus. Voldemort avait décrété que les nouveaux mange-morts devraient avoir au moins 16 ans avant de se présenter devant lui. Puis il avait demandé à Lucius de raconter comment il avait réussi à tuer Eleanor Wimbley, et Lucius avait raconté. Et il n'avait pas beaucoup donné de détails, mais son récit concordait bien avec ce qu'avait constaté Alastor Maugré dans sa lettre. Lucius, justement, marmonna dans son sommeil. « C'est vrai, dit-il. » Narcissa se pencha sur lui, tout ouïe. Si seulement il pouvait avouer qu'il avait menti, si seulement il n'était pas devenu un assassin. C'est moi qui l'ai tué, dit-il en mâchonnant dans le vide. C'est moi, oui, c'est moi. Il déglutit dans son sommeil, puis se tut. Narcissa frissonna à nouveau plus longuement. Elle était à bout de force, mais même après un long bain et un pansage minutieux de ses plaies, elle n'arrivait pas à se résoudre à se glisser dans son lit. Elle ne voulait pas admettre que la nuit était terminée. Pour le moment, elle flottait dans un brouillard irréel qui lui permettait de croire que rien n'était vraiment arrivé. En revanche, elle savait pertinemment que, lorsqu'elle se réveillerait quelques heures plus tard, elle aurait retrouvé la lucidité nécessaire pour réaliser que Balor était mort, que la plupart des personnes chères à ses yeux avaient failli l'être et qu'elle devrait désormais partager le lit d'un assassin. Et elle savait également que lorsqu'elle chercherait quelqu'un sur qui elle pourrait déverser sa colère, lorsqu'elle tirerait les fils qui la mèneraient au coupable de toutes ces catastrophes, elle ne trouverait personne d'autre qu'elle-même. Narcissa pensa à quelque chose qui était susceptible de la soulager. Elle pivota doucement, en prenant bien garde à ne pas faire de bruit. Puis, elle fit glisser ses pieds nus sur le parquet soigneusement verni, afin de repérer la latte mobile sous laquelle était caché son journal. Elle se baissa, souleva la latte de parquet et prit dans ses mains tremblantes le journal
à la couverture rose, puis alla le poser sur l'écritoire en bois verni, incrusté d'ivoire. Elle repoussa le billet d'Alastor Maugré et le bulletin spécial de la Gazette du Sorcier, puis y ouvrit son journal, là où elle l'avait refermé, quelques semaines plus tôt. Les derniers mots qu'elle avait écrits dans son journal concernaient ses doutes quant au choix de rejoindre Lord Voldemort. « Mais finalement, je crois que j'ai bien agi », avait-elle conclu. Narcissa eut un petit rire silencieux en voyant ces mots. Elle pouvait désormais se répondre à elle-même. « Ma pauvre idiote, tu t'es trompée sur toute la ligne. » Elle avança sa main tremblante vers l'encrier. Lorsque sa main fut éclairée par sa baguette, elle la regarda, surprise. Sans savoir expliquer pourquoi, il lui semblait que cette main était celle d'une étrangère. Elle regarda sa paume blanche et lisse pendant plusieurs minutes, interdite. Puis elle se décida à saisir la plume qui trempait dans l'encrier et à l'amener au-dessus de son journal. Narcissa posa pensivement sa plume sur le papier parcheminé. Elle s'était forcément trompée quelque part. Mais où ? Elle était incapable de le dire. Et si elle n'arrivait pas à mettre le doigt sur ce qui était allé de travers, cela signifiait qu'elle était aussi mauvaise que tous les choix qu'elle avait faits. Lorsqu'elle baissa les yeux, elle avait appuyé si fort que la plume avait transpercé le papier au centre d'une grosse tache d'encre qui s'était répandue autour de la plume. Elle la retira en sursautant et contempla, à nouveau, la page envahie d'encre qui s'étalait sous ses yeux. Que pouvait-elle écrire ? Qu'elle sentait son cœur noirci comme cette feuille de papier, sans qu'elle n'ait ni la force, ni même l'envie de l'en empêcher ? Elle leva à nouveau les yeux, perplexe, et contempla le mur lambrissé qui lui faisait face. Quand elle baissa les yeux, elle avait écrit quelques mots, sans même s'en rendre compte, d'une écriture désordonnée. « Je me déteste. » Et devant l'écrasante vérité de ce constat, la plume lui échappa des mains et tomba sur sa chemise de lin blanc, en y laissant une fine traînée d'encre noire. De nos jours. Dans son manoir en ruine, en haut de sa tourelle baignée de courants d'air, Drago contemple avec amertume les documents que sa mère a si précieusement conservés. Le journal est toujours intact, et la tache d'encre est toujours nette. Coincé entre les pages, le mot d'Alastor Maugré et les articles de la Gazette du Sorcier sont là, eux aussi. Le papier est si fragile et si vieilli qu'il paraît sur le point de se volatiliser. Drago pousse un long soupir. Son père lui a tellement rabâché le récit de cette nuit que même des années après, il pourrait le réciter par cœur. Il se souvient de la manière dont son père se targuait d'avoir bravé tous les dangers, d'avoir affronté cette femme et de l'avoir vaincue afin de s'attirer les faveurs de Lord Voldemort. Il se souvient de l'ardeur avec laquelle lui-même a voulu l'imiter lorsqu'on lui a donné la mission périlleuse de tuer Dumbledore. Ah ! S'il avait su ce qu'il s'était réellement passé derrière les murs de pierre blanche du pensionnat, entre son père, Eleanor Wimbley et Rascus Crabbe, sans doute aurait-il mis un peu moins de cœur à l'ouvrage. Drago se redresse, s'accoude à son bureau, encombré de vieux journaux et de parchemins noircis par son écriture penchée, et contemple, lui aussi, le mur qui lui fait face. Il regarde sans le voir un grand portrait recouvert par un drap épais pour faire taire l'ancêtre qui s'y trouvait autrefois. Il s'étire et bâille longuement, sans se soucier d'être entendu. La nuit est tombée depuis longtemps, et Drago a sommeil. Et pourtant, tout comme sa mère, il ne parvient pas à se résoudre à aller se coucher. Il sait bien que, s'il retourne s'allonger sur son matelas humide, l'image du pensionnat Wimbley en flammes restera imprimée sur ses paupières closes
et le maintiendra éveillé jusqu'au petit matin. Machinalement, il se lève, prend une chandelle et sort de la pièce. Sans faire attention au délabrement avancé de tout ce qui l'entoure, aux carreaux cassés et aux taches de moisissure qui s'élargissent sur les murs, Drago descend l'escalier de la tourelle est et parcourt quelques couloirs plongés dans l'obscurité. Autour de lui, le manoir entier semble pétrifié, endormi pour l'éternité. Enfin, il atteint l'aile nord et pénètre dans les anciens quartiers de son grand-père paternel, Abraxas Malfoy. Il passe devant une pièce immense, autrefois consacrée à la confection de potions. Malgré la pénombre, on distingue les ombres menaçantes d'alambics rouillés et de chaudrons vides. Sur les étagères, d'innombrables fioles s'alignent sur des petits socles poussiéreux remplis de liquides sombres et épais, où flottent parfois des branches épineuses ou des griffes acérées. Sur le sol, des flacons sont brisés en morceaux. Leur contenu a brûlé le tapis et marqué le sol de pierre, laissant là le souvenir de la dernière personne qui est entrée dans cette pièce sinistre. Drago ne compte pas s'attarder ici. Il poursuit son chemin et entre dans la pièce où se trouve la pancine de son grand-père. Ici, dans la petite pièce nue, les fioles sont tout aussi nombreuses, mais leur contenu argenté, ni liquide ni gazeux, est bien plus agréable à regarder. Sur une étagère, un peu à part, les souvenirs de Rémus Lupin diffusent une douce lueur. Drago s'en approche comme aimanté. Ces souvenirs-là l'aideront peut-être à se changer les idées. Il examine les flacons avec d'infinies précautions et trouve celui qu'il cherchait, daté de quelques jours après la destruction du pensionnat Wimbley. À nouveau, l'étiquette humide est difficile à déchiffrer. Drago ne parvient à distinguer que les 3 premiers mots. La carte du, le 4e mot, commence par la lettre M, le reste est brouillé, illisible. Furtivement, Drago repense à celui qui a été son professeur de défense contre les forces du mal au cours de sa 3e année d'études à Poudlard. Un homme discret et humble, sans aucune rancœur mal placée, malgré toutes les épreuves qu'il avait traversées. Si Drago avait su qu'il se plongerait dans ses souvenirs avec autant de reconnaissance, il se serait probablement moins moqué de son air perpétuellement épuisé et de ses vêtements toujours miteux. Vraiment, c'était à en mourir de honte. Avant de verser le souvenir dans la pancine, il s'interrompt, songeur. Une partie de ses pensées continue de tournoyer autour du pensionnat Wimbley et de ses ruines fumantes. Afin d'apaiser le sentiment de culpabilité qui s'agrippe à lui, il se rappelle que l'histoire du pensionnat ne s'est pas terminée cette nuit-là, comme tous le croyaient alors. Il repense à tout ce qu'il a découvert récemment et à la discussion surprenante qu'il a eue avec l'un des membres de la famille Goyle quelques mois auparavant. Et finalement, il sourit en songeant que, même disparue, Eleanor Wimbley est bien loin d'avoir dit son dernier mot.